Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la découverte de Paris. Alors que le thème du premier épisode était l'histoire, avec un récit très synthétisé des étapes clés de l'évolution de Paris, ainsi qu'une exploration de 2 galeries du Muséum d'Histoire Naturelle, ce deuxième épisode a pour thématique les sciences. En effet, Paris et la science, c'est une histoire qui dure depuis plusieurs années. Vous avez capté le jeu de mots? Histoire, science, c'est les deux thèmes? Non? Eh ben tant pis. Au cours des siècles, Paris a vu passer de nombreux grands noms de la science, comme par exemple Louis Pasteur, qui fut diplômé de la faculté des sciences de Paris et qui établit par la suite son laboratoire dans le 5e arrondissement. Marie et Pierre Curie furent également diplômés de cette même faculté des sciences et installèrent eux aussi leur laboratoire dans le 5e arrondissement. C'est à cet endroit qu'ils travaillèrent jour et nuit sur le radium, ce qui leur valut un prix Nobel de physique en 1903. Après la mort de son mari en 1906, Marie Curie devint la première femme à diriger un laboratoire universitaire en France et la première femme à enseigner à la Sorbonne avant d'obtenir un deuxième prix Nobel en 1911. Rien que ça. En 1934, plus de 40 ans après son arrivée à Paris, elle décède et repose aujourd'hui au Panthéon. Un dernier exemple, plus ancien cette fois, est celui de Blaise Pascal qui a passé plusieurs années dans la capitale française à partir de ses 8 ans, années durant lesquelles il s'est découvert un don pour les mathématiques et la physique. À 8 ans, hein. Il passa une grande partie de sa vie sur de nombreux travaux, le dernier étant la réalisation de la première ligne de transport en commun de Paris, peu de temps avant sa mort, en 1662. En ce qui concerne les institutions scientifiques, Paris n'est pas en reste. En effet, la ville abrite l'un des plus célèbres centres de recherche, le CNRS, fondé en 1939. C'est tout simplement le plus grand organisme public français de recherche scientifique. Avec plus de 31 000 collaborateurs, il côtoie en termes de renommée les prestigieux Harvard, Stanford, Oxford et autres MIT. Mais le CNRS n'est pas le seul institut scientifique prestigieux de la ville, bien au contraire. On retrouve ainsi à Paris, par ordre chronologique d'inauguration, l'Institut Pasteur, fondé en 1888 et spécialisé dans la microbiologie, l'Institut Curie, inauguré en 1920 et spécialisé dans la cancérologie, l'Institut National de Recherche Agronomique, ou INRA, créé en 1946 et qui compte presque 8000 employés, le CNES, Centre National d'Études Spatiales, ouvert en 1961 et aujourd'hui fort de 2400 employés et d'un budget annuel de presque 2,5 millions d'euros. Ou encore l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique et ses 2700 employés, fondé lui en 1967. Une liste qui, avouons-le, a du cachet. Aujourd'hui encore, Paris fait honneur à ce précieux héritage, avec l'organisation annuelle de Paris Science, un festival de films scientifiques, et la programmation de pas moins de 3000 événements en Île-de-France dans le cadre de la Fête de la Science, une semaine par an. En plus de ça, la science est accessible à toutes et tous, toute l'année, dans divers endroits de la capitale. Et aujourd'hui, on va découvrir l'un des plus populaires. Inaugurée en 1986 par François Mitterrand, la Cité des Sciences et de l'Industrie est à la base une initiative de Valéry Giscard d'Estaing pour diffuser la culture scientifique et technique. Cette infrastructure de 150 000 m², ah ouais quand même, cette infrastructure de 150 000 m² accueille près de 3 millions de visiteurs par an, ce qui la classe dans le top 10 des lieux les plus visités de Paris. Elle est utilisée pour transmettre un volume conséquent de connaissances scientifiques, techniques et technologiques au grand public, et notamment aux enfants et adolescents. Les expositions sont donc accessibles à toutes et tous, et l'Institut propose des activités pédagogiques pour les élèves de la maternelle à la terminale. Les écoliers peuvent ainsi profiter d'ateliers, de jeux, d'expositions, de la bibliothèque ou encore de conférences, en étant encadrés par un ou plusieurs membres du personnel. C'est donc une véritable opportunité en or pour des milliers de jeunes de voir la science s'offrir à eux. En plus de partager et de donner le goût de la science aux jeunes, l'autre mission de la Cité est de sensibiliser le grand public aux enjeux de la recherche scientifique et de l'évolution de l'industrie. Celle-ci héberge d'ailleurs un Fab Lab, un laboratoire de fabrication dans lequel des créateurs se rassemblent pour donner forme à leurs projets en autonomie ou en groupe. Comme les sciences et l'industrie sont des domaines quand même très étendus, on retrouve au sein de la Cité un large panel d'expositions. Des robots au cerveau, des transports au sport, de la génétique aux mathématiques, de la microbiologie aux énergies ou encore des sons aux illusions. Des thèmes qui restent relativement communs lorsque l'on parle de la science et de l'industrie. Cependant, la Cité des Sciences et de l'Industrie abrite d'autres expositions bien plus atypiques que l'on ne s'attend pas à voir dans un tel lieu. Parmi celles-ci, 3 m'ont particulièrement plu et j'espère qu'elles vous plairont tout autant. On va commencer par l'exposition de l'Aquarium, qui est accessible à toutes et tous, par son sujet certes, mais surtout par son prix, puisqu'elle est gratuite.
Et oui, pour y accéder, il n'y a pas besoin de payer de ticket d'entrée à la Cité des Sciences. Composé de 3 bassins, cet aquarium abrite une belle diversité du paysage marin de la Méditerranée. Le premier bassin est appelé la zone d'herbier. Celle-ci comprend les éléments que l'on retrouve entre la surface et 20 mètres de profondeur, là où la lumière du soleil pénètre l'eau. Les plantes sous-marines qui s'y développent sont des sources de nourriture et de protection pour de nombreux jeunes poissons comme les girelles. Fait assez étonnant, ces petits poissons présentent un hermaphrodisme successif, c'est-à-dire qu'ils peuvent naître en tant que femelles et mourir en tant que mâles, et inversement. On peut également observer des castagnoles qui, en plus d'avoir un nom tout droit sorti du sud de la France, sont omniprésentes en mer Méditerranée. Enfin, pour compléter cette liste non exhaustive, on retrouve des mulets et des sopes qui sont des poissons brouteurs. Le bassin suivant illustre la faune et la flore des différentes zones portuaires méditerranéennes. D'une capacité de 10 000 litres, contre 40 000 et 80 000 pour les 2 autres bassins, il comporte surtout des petits poissons comme les antias d'une très jolie couleur orangée. On termine avec le bassin des eaux profondes, là où il fait froid et sombre. Il offre une forte diversité de poissons avec le baliste, le corbe, le congre, l'oblade, le labremerle, l'ombrine, le denti, le marbré, le sparaillon, le bog, le bar, le sar, le tsar. Selon moi, c'est dans ce bassin qu'il y a les plus beaux spécimens. Du coup, comme je l'avais fait pour le musée Madame Tussaud, voici mon top 3 de mes animaux préférés de ce bassin. En numéro 3, une grosse étoile de mer. Vous savez, les murènes sont des poissons très craintifs, qui préfèrent la plupart du temps rester cachés dans les rochers. Eh bien, en numéro 2, voici une portion de murène. Et enfin, en numéro 1, une magnifique rascasse rouge. Si elle semble absolument inoffensive, immobile, tapie dans son rocher, elle est en réalité très venimeuse. Et bien que sa piqûre ne soit pas mortelle, elle est extrêmement douloureuse. Dans le fond de la pièce, des panneaux informatifs sensibilisent les visiteurs à la protection de la Méditerranée, qui, malgré son statut de mer en bonne santé et relativement protégée, doit faire face à de nombreuses menaces. Tout d'abord, le littoral est de plus en plus investi par les humains et donc il y a de moins en moins de zones pleinement naturelles. Ensuite, il y a le problème de la surpêche. Et surtout l'abondance des déchets, avec une centaine par kilomètre carré jusqu'à 200 mètres de profondeur et de 700 à 4000 par kilomètre carré de 200 mètres à 1 km de profondeur. Et bien sûr, pour la plupart, ce sont des déchets plastiques. Avant de nous rendre à l'exposition suivante et pour continuer dans cette ambiance très joyeuse, je voudrais ajouter quelque chose sur cet aquarium. Alors, je suis absolument pas un spécialiste, mais je peux pas m'empêcher de penser que ces bassins sont bien trop petits pour accueillir autant de poissons. On le voit, certains ont des comportements assez bizarres, et ouais, je pense qu'ils ont clairement pas assez de place comparé à ce qu'ils auraient eu dans leur habitat naturel. Enfin bon, note positive quand même, les coraux que l'on peut observer dans les aquariums sont en fait des répliques par respect pour cet animal fortement menacé. C'est déjà ça. Comme on apprécie les milieux marins, on va rester dans ce domaine, mais cette fois-ci avec une exposition drastiquement différente. Voici l'Argonaute. Il est inspiré des célèbres Argonautes, ces héros grecs menés par Jason à bord de l'Argo, partis en quête de la toison d'or, la laine d'un bélier ailé suspendu à un chêne et gardé par un dragon qui ne dort jamais. On retrouvait parmi eux Jason donc, mais aussi les jumeaux Castor et Pollux, Héraclès, Orphée ou encore Atalante. Bon voilà, c'était la minute mythologie grecque. Donc ici on ne parle pas des Argonautes, mais de l'Argonaute, un sous-marin français ayant été en service de 1958 à 1982. D'une longueur de 50 mètres, il pouvait plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur et accueillir un équipage de 40 personnes. Oui, 40 personnes. Tout au long de la visite, on est partagé entre le « Oh mais c'est trop stylé » et le « Oh mais c'est trop petit ». Au niveau du poste arrière, on peut admirer l'impressionnante mécanique à même le sol et le plafond. « Oh mais c'est trop stylé » et le poste de couchage de plusieurs officiers. « Oh mais c'est trop petit ». Plus proche du centre de l'appareil, le poste de commande, des groupes électrogènes et un manomètre. « Oh mais c'est trop stylé » ainsi que les poulaines, ou autrement dit, les toilettes. « Oh mais c'est trop petit » On retrouve également d'autres couchettes près de la salle de vaisselle et salle de bain. Oh mais c'est trop petit. Et sous nos pieds, on peut apercevoir une partie de l'étage inférieur. Oh mais c'est trop stylé. Parfois même, les deux émotions se mélangent, comme lorsque l'on tombe face au poste de direction du sous-marin. Oh mais c'est trop stylé. Pour ce qui est des autres éléments notables, on a l'immense bureau d'un officier, une petite collection de livres, il faut bien se divertir, des couchettes avec rideaux, s'il vous plaît, la spacieuse cuisine, et le fameux périscope permettant de garder un œil sur ce qui se passe à la surface. Finalement, le sentiment qui prévaut à l'issue de la visite, c'est largement le « Oh mais c'est trop stylé !»
Ah oui, et pour ce qui est des énormes torpilles situées à l'avant du sous-marin, juste à côté de couchettes, parce que pourquoi pas, elles n'ont heureusement jamais servi. En ressortant du sous-marin, on enchaîne avec la visite d'une exposition qui lui est associée, intitulée Sous l'océan. Pardon, réflexe. Une exposition intitulée Sous l'océan. Sous l'océan. Pardon. C'est bon. Sous l'océan. Voilà, là c'est bon. Donc une exposition qui parle des sous-marins qui vont dessous la mer. Celle-ci commence avec une gigantesque frise chronologique de l'histoire de la conquête des océans, avec quelques illustrations bien sympas, comme cette pieuvre et ce paysage sous-marin, respectivement issus des travailleurs de la mer et de 20 000 lieues sous les mers. On y apprend également que le premier projet connu de sous-marin remonte à 1328 lors des croisades. Bon, ça n'a pas marché, hein. Il y a également eu quelques expériences inabouties au cours du XVIIe siècle, avant que les premières plongées, très brèves, arrivent au XVIIIe siècle. Puis un simulateur nous permet de piloter un sous-marin et de découvrir certaines espèces animales des profondeurs, avant de pénétrer dans une salle obscure au sein de laquelle on est plongé dans l'ambiance des abysses, aussi fascinante qu'inquiétante. En ressortant de là, on débarque dans la dernière pièce, au niveau de laquelle on peut manipuler des objets stylés et même choisir notre destination pour les prochaines vacances. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En parlant de vacances, je sais pas vous, mais perso, quand je travaille pas et que j'ai du temps libre, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Mais bon, on va pas se leurrer, il y a aucune chance pour qu'on en trouve à la Cité des Sciences. Si ? Eh bah oui, les jeux vidéo illustrent les nombreuses avancées scientifiques réalisées dans le domaine des nouvelles technologies. Et en plus, le jeu vidéo est devenu, il y a quelques années, la deuxième plus grande industrie culturelle française. Ils ont donc clairement leur place au sein d'une infrastructure telle que la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je vous propose donc de nous diriger vers le e-lab, qui rappellera à quelques personnes un certain Vigamus de Rome. Dans cette grande pièce sont exposés de nombreux objets de collection. Des manettes, des figurines interactives, des accessoires de jeu, mais aussi d'autres éléments relatifs au monde du jeu vidéo comme des fauteuils et des ordinateurs de gamers, des écrans animés qui apportent des explications sur la conception des jeux vidéo, et un jukebox tactile qui permet de diffuser des musiques iconiques issues de jeux mythiques. Et comme au musée de Rome, on a la chance de pouvoir jouer à une bonne variété de jeux, comme par exemple cette table robotisée de air hockey qui est grave stylée. Autrement, entre jeux d'arcade, jeux d'aventure ou encore jeux de simulation, il y en a pour tous les goûts. De quoi s'éloigner du monde réel pour entrer dans un autre monde, fort heureusement, bien virtuel. Et c'est sur ces belles paroles que va se conclure ce deuxième épisode de notre découverte de Paris. Hop. Avant de se quitter, il faut qu'on parle du planétarium. Une salle pouvant accueillir jusqu'à 265 personnes, équipée de 10 vidéoprojecteurs et de 20 ordinateurs, pour une image projetée en 8K, pas en 4K, hein, en 8K. On peut y assister à des diffusions commentées en direct et à des films immersifs, le tout projeté en 360 degrés. La programmation varie au cours du temps, mais tout tourne évidemment autour de l'espace, avec des séances ayant pour thème par exemple le soleil, la lune, les trous noirs, ou encore celle à laquelle j'ai pu assister, les lumières de la nuit. C'est mon exposition préférée de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et de loin, donc même si on peut rien y filmer, je pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Voilà. Là c'est bon. La vidéo est donc terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pensez à laisser un like et à la commenter pour me le faire savoir. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen d'en augmenter la visibilité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'était l'Explorator, à plus tard.